ton interprète. Texte, oui. Car j'ai choisi de ne pas revenir sur les livres publiés dont on a même trop parlé ici. Et donc j'essaierai plutôt de vous faire part, de façon nécessairement sommaire, des points essentiels d'une recherche que je viens d'achever, inédite, et qui prolonge et développe des thèses qui, dans l'usage des corps, étaient à peine évoquées. Il n'est pas exclu d'ailleurs que les réflexions que je vous proposerai puissent, de quelque façon, éclairer les visées et les intentions moins explicites de ce livre. Vous m'entendez? Ça va? Oui. Voilà, dans cette nouvelle recherche, il est question d'une critique détaillée de la notion qui, depuis toujours, est à la base de la politique et de l'éthique occidentale, les concepts d'action, de praxis, justement. Vous savez que ces concepts, tout en n'étant jamais clairement définis, parce qu'il n'est jamais clairement défini, a joué dans la philosophie politique et dans l'éthique une fonction fondamentale qui est restée, me semble-t-il, inchangée et ininterrogée d'Aristote jusqu'à Arendt. L'hypothèse qui a guidé ma recherche est au contraire que la politique occidentale ne pourra sortir des apories qui ont marqué son histoire, ne pourra sortir donc des apories qui ont marqué son histoire, que si l'on parvient à déloger la notion de praxis de sa citadelle. Dans la première partie de l'usage des corps, c'était justement le concept d'usage, de kreisis, qui devait prendre la place de l'action, bon, qui était proposé comme prenant la place de l'action, mais aucune véritable analyse de cette dernière notion, la notion d'action, y était proposée. Et c'est ce que j'essayais de faire donc dans cette nouvelle recherche. J'ai commencé ma nouvelle enquête par une analyse des deux concepts qui marquent le seuil de l'édifice du droit. Causa et culpa, cause et faute. Pour causa, les vocabulaires d'Ernoult Meillet, tout en soulignant qu'il n'a pas d'étymologie, propose deux significations. La première, cause au sens général, disons philosophique, des ratio efficiendi, ce qui produit un effet. Deuxième, procès, cause dans un procès. Donc, cause a deux significations en latin originaire. Malgré le grand nombre de termes qui dérivent de cette deuxième signification, la signification juridique, puisqu'il y a causidicus, l'avocat, accuso, j'accuse, incuso, j'inculpe, excuso. Malgré donc ces nombreux termes qui dérivent de la deuxième signification, Meillet suggère prudemment, pas de façon sûre, que le sens originaire est peut-être le premier, celui des causes ratio efficienti, ce qui produit un effet. Or, comme Jan Thomas l'a montré dans sa thèse de doctorat inédite, Jan Thomas a écrit une énorme thèse de doctorat sur le concept de cause qui, incroyablement, est inédite. C'est un chef-d'œuvre. Bon, donc, comme Jan Thomas l'a montré, cause, en droit, ne veut pas dire procès, mais l'affaire, la res qui est à l'origine du procès. Le causativum litis, le propter quod res in judicium devocatur, c'est-à-dire, oui, c'est la chose qui cause le procès. Le parallèle avec le grec aitia est illuminant. Aitia veut dire à l'origine responsabilité, imputation. Aitia ein aitinos vaut être accusé de quelque chose. Et les aitios et les reus, l'accusé dans un procès. Comme il est arrivé pour les Grecs, où le sens juridique a évolué dans la signification plus générale, de même en latin, les passages des accusations, chose qui cause un procès et qui est en question dans un procès,
à cause ratio efficiendi s'explique aisément. Tout comme dans les vocabulaires philosophiques, l'être est ce qui est mis en cause par les logos, de même, cause est une chose, une action ou un comportement en tant qu'ils ont des conséquences juridiques, en tant qu'ils sont impliqués dans les droits. Avec une figure étymologique tout à fait claire, on peut dire que la cause nomme la chose du droit. Vous savez que les Français chose viennent de causa, cause. Donc la causa est res de qua agitur, la chose qui est en question dans l'action, et plus précisément dans l'action judiciaire, parce que actio veut dire en latin d'abord action judiciaire. On voit là, me semble-t-il, que seulement la conscience de l'origine juridique, voire religieuse, parce que droit et religion au début se confondent souvent, l'origine donc juridique de certains concepts fondamentaux du vocabulaire philosophique et scientifique de l'Occident pourrait permettre de libérer la pensée des signatures qui la poussent aveuglément, me semble-t-il, dans une direction qu'elle n'est plus en état de maîtriser. Voilà, cette fonction liminaire que j'ai décrite pour les concepts de cause par rapport au droit est encore plus évidente pour les concepts de culpa. Culpa marque le seuil au-delà duquel une certaine action, un certain comportement, tombe dans le domaine du droit. Il est vrai, comme les juristes savent, que dans la conceptualité juridique, culpa, avec le temps, va désigner la forme minimale de la responsabilité en opposition à dolus, qui signifie une volonté consciemment contraire au droit. Donc, culpa, c'est une responsabilité limitée, celle par négligence, par exemple. Mais cela ne fait que confirmer le caractère liminaire de ces concepts par rapport à la sphère juridique. Il s'agit du seuil, du limes, au-delà duquel un certain comportement devient imputable à un sujet, qui se constitue ainsi comme coupable et doit en subir les conséquences. En ce sens, culpa est synonyme de noxa, un terme dont l'étymologie renvoie à la sphère sombre de la mort violente, nex. Obnoxius, qui est le terme latin pour coupable, est celui qui se trouve dans la culpa, dans la faute. In culpa esse, c'est un état, on est dans la faute. Il s'agit donc d'un seuil tout à fait décisif, car il définit un espace dans lequel nos actions perdent leur innocence et s'assujettissent à la puissance de la pena, la peine, qui signifie aussi bien les prix à payer pour l'action coupable qu'une souffrance sans raison. Voilà, un auteur qui a beaucoup réfléchi sur ces problèmes de la faute, de la culpa, est bien sûr Kafka. Joseph K., dans les procès, ne cesse de poser cette unique question, je cite, « Comment un homme peut-il être coupable ?» C'est une question tout à fait raisonnable, me semble-t-il. Comment, par quel détour et par quel processus la raison humaine est arrivée à concevoir une telle idée, qui nous semble aller de soi? Voilà l'une des questions que ma recherche s'est proposée de comprendre. Comment un homme peut-il être coupable? Comment on a associé l'action à une responsabilité? Un troisième terme qui est souvent associé à causa et culpa, en latin, est crimen. Crimen. D'habitude, on traduit crime, mais on va voir que ce n'est pas crime. Crimen, selon le dictionnaire, signifie aussi bien l'accusation que la chose, le délit, l'action. Crimen majestatis a ainsi aussi bien l'accusation que le délit de lèse-majesté. Et in crimen vocare veut dire accusé d'un délit. Si les termes semblent signifier les deux choses à la fois, c'est, comme il arrive souvent, en vérité, qu'ils ne désignent proprement aucun de deux. Il nomme, je crois que crime nomme plutôt les liens et presque la tension
entre les deux, l'accusation et les délits. Crimen est l'action en tant qu'elle est sanctionnée, c'est-à-dire impliquée par une sanction dans l'ordre juridique. Là, encore une fois, sur la notion des sanctions, je vous renvoie à ce travail. On a un très bel essai de Yann Thomas. Là, il montre il cite Ulpien distingue les sanctum et les sacer. Et sanction, bien sûr, vient de sanctus. Sanction vient de sanctus. C'est rendre saint. Et Ulpien distingue les sanctum et les sacer. Sacer, c'est, bon, maintenant on le sait, quelqu'un qui a été consacré au Dieu infernal. Et par contre, sanctum, c'est quelque chose qui a été confirmé, affirmé, défendu par une sanction. De ces faits, l'exemple typique de ce qui est saint en latin, c'est la loi, lex sancta. Pourquoi? Parce qu'elle est défendue par une sanction, elle est confirmée par une sanction. Donc là, je crois qu'on peut dire que crimen, bon, si on prend un dictionnaire comme le Thesaurus de Tien, crimen est défini comme l'action accomplie, id quod factum est. Mais donc il faut ajouter, en tant qu'il lui sont rattachées des conséquences juridiques qui la rendent imputable à un sujet. Crimen est donc le terme technique qui résume et contracte en lui-même la sphère sémantique de causa et de culpa. C'est la forme que l'action humaine assume une fois qu'elle est impliquée, qu'elle produit des conséquences juridiques, et donc, comme diraient les modernes, en tant qu'elle est libre et responsable. Donc, crimen est l'action humaine en tant qu'elle produit des conséquences imputables, et les modernes disent en tant qu'elle est libre et responsable. Voilà, donc la partie essentielle peut-être de ma recherche a été dévouée à tracer la généalogie des dispositifs par lesquels la réflexion juridique et philosophique, politique et morale ont essayé de fonder, articuler et détailler la relation entre l'action et ses conséquences. Il y a un énorme travail de la réflexion juridique et de la philosophie morale pour fonder cette articulation entre l'action et ses conséquences. Voilà, là, évidemment, je ne peux pas résumer ici cette longue généalogie, mais je vais d'abord essayer de vous proposer au moins une première définition provisoire du concept d'action, de praxis, qui résulte de ce long travail. Cette définition, me semble-t-il, résulte du nouage entre 3 points. Les premiers, là on l'a vu, il s'agit d'une action sanctionnée, c'est-à-dire une action, on l'a vu, qui produit des conséquences et implique une responsabilité. Donc ce n'est pas n'importe quelle action, c'est l'action en tant qu'elle est sanctionnée. Deuxième point, l'action est dirigée vers une finalité. C'est une action qui a une fin. Troisième point, qui fait corps avec le deuxième, c'est qui met et conduit l'action vers sa finalité, vers sa fin, est la volonté. Il faut qu'il y ait une volonté. Voilà donc la définition des praxis résulte du nouage entre ces 3 points. C'est un nuage qui est une sorte de ce que Lacan appelait un nœud romaine. C'est les 3 nœuds sont liés de telle façon que si on en détache un, tout tombe. Donc, le nuage entre ces 3 points définit l'action et, je crois, par conséquent, la politique et l'éthique qui se fondent sur celle-ci. Voilà, j'ai donc essayé dans ma recherche non seulement de démonter et de délier ces nuages, mais aussi de soumettre à une critique autant que possible rigoureuse chacun des 3 éléments de ce nœud. Là aussi, je ne peux que résumer. J'ai essayé de maintenir au point essentiel. Donc, pour les premiers points, l'action sanctionnée, l'action qui produit des conséquences,
Cela a exigé une analyse de la notion juridique des sanctions et des fautes, qui a montré comment, au début, les jurys, l'action, on va les voir, n'avait pas ce caractère, n'avait qu'un caractère purement objectif. Ce n'est que les liens entre un comportement, un fait et des conséquences. Et là, par contre, ce que j'essayais de montrer, c'est comment les juristes, les théologiens et les philosophes ont essayé de situer dans les sujets ce qui, au début, n'était qu'un lien objectif entre un fait et une conséquence. Là, si on considère la loi dans sa forme ancienne, par exemple les lois des 12 tables, c'est évident, il n'y a aucune idée d'une culpabilité intérieure. Ce n'est que les liens entre un fait et une conséquence. Si on prend par exemple la formulation typique de ces lois, par exemple, il y en a une qui va dire c'est la responsabilité du patron par rapport à son client. Si les clienti patronus fraudem fecerit, sac resto. Bon, s'il a fait ça, sac resto, il y aura cette conséquence. Ou bien dans une chose très importante, qui était dans l'histoire du droit très important, si membrum rupsit, talio esto. S'il a cassé un membre, talio esto. La talion, talio vient tout simplement des talis, ça veut dire les mêmes. S'il a cassé un membre, les mêmes, il va subir. Vous voyez là, il y a uniquement un lien objectif. Là, c'est très curieux. Les talions, c'est une chose très intéressante. Je vais faire quand même une petite digression sur cela. Alors, s'il a commis cette action, talio est, il y aura la même action. Là, on voit très clairement qu'il ne s'agit pas de la punition d'un acte violent, mais de son inclusion dans l'ordre juridique par sa répétition. Parce que, alors, il y a une action violente, puis il y a sa répétition, talio, talisesto. La deuxième fois, elle est licite. Ouais, une fois, l'appellation est coupable, la deuxième fois, elle est licite. Bon, bref. Donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est justement comment on a bâti cette idée d'une culpabilité subjective qui se situe dans les sujets. Et parce que par contre, comme les juristes le savent, comme aussi bien Schmitt que Kelsen, les deux ennemis là, ils sont d'accord, le principe juridique nulla pena sine culpa, il n'y a pas de peine sans faute, doit être renversé. Il est évident que c'est la sanction qui détermine. La sanction n'est pas accessoire à la loi, c'est l'essentiel. Donc il n'y a pas de faute sans peine. Bon, ça. Voilà, ça c'est pour les premiers points. J'espère que ce soit clair. Bon. Voilà, pour le deuxième point, le fait que l'action est dirigée, la pratique implique la direction vers une fin. Donc, pour le deuxième point, il m'a fallu déconstruire les dispositifs par lesquels Aristote a durablement inscrit la doctrine du bien comme une doctrine de la finalité. Une théorie des fins. Vous savez, là, l'idée du bien comme fin dernière. L'idée du bien en tant que fin dernière, me semble-t-il, produit et a produit nécessairement la conséquence d'une opposition entre les fins et les moyens. Si le bien est la fin suprême, tout le reste n'est que moyen par rapport à cette finalité. Et donc là, vous voyez, l'éthique s'emprisonne dans cette chose terrible, justement, qui est la distinction et la relation entre les moyens et les fins. Donc j'ai essayé là de faire une critique du finalisme et de la théologie, d'Aristote jusqu'à Kant, bon, évidemment par... Si j'essaie toujours avec les gens de sécurité. Oui, on ne peut pas régler tous les problèmes. Oui, oui, je ne vois pas le problème. Oui, très bien. Très bien. Oui. Bon, donc pour conclure ce deuxième point, une critique de la finalité, et il m'a semblé aussi nécessaire, bon là je peux pas, donc je n'ai fait que résumer, il m'a fallu critiquer la notion kantienne des fins en soi.
me semble que Kant, loin d'être le modèle de l'éthique moderne, Kant a ruiné l'éthique, a rendu l'éthique impossible. Bon, troisième point, ça c'est le problème donc, au fond fondamental, c'est la volonté. Le fait que ce qui conduit et met l'action est la volonté. Là, c'était vraiment une partie décisive, là, parce que la construction de la théorie de la volonté, c'est vraiment ce qui fonde la notion de praxis. Donc, j'ai dû m'engager dans une archéologie critique de la notion de volonté, qui, comme vous le savez peut-être, c'est un dispositif que les mondes anciens ne connaissaient presque pas. Bon, les historiens disent qu'il n'y a pas de notion de volonté chez les Grecs. Ce n'est pas exact, parce qu'il y a quelque chose comme une volonté, mais c'est bien sûr pas ce que nous entendons par la notion de volonté. Donc, j'ai dû faire une archéologie de cette notion qui, comme vous le savez peut-être, au fond, c'est une construction de la théologie chrétienne. C'est la théologie chrétienne qui a construit l'idée moderne d'une volonté. Là, plusieurs points. Bon, on le voit très bien dans l'idée de création. Ce qui est, les théologiens, quand l'idée d'une création n'est pas inconnue. Vous savez bien, dans les Timées de Platon, il y a un Dieu qui crée le monde. Mais ce qui distinguait cela, c'était justement, les théologiens le rappellent toujours, mais Dieu a créé le monde parce qu'il a voulu. C'est pas parce que sa nature impliquait la création. Il a voulu, et c'est tout. Bon, là, je vais aller très vite. Ce qu'on voit là, c'est que la notion de volonté se greffe sur la notion grecque de dynamis, puissance. La volonté chrétienne, la volonté des modernes, n'est qu'un dispositif pour capturer et contrôler la puissance. On peut même dire, je crois, que l'homme ancien est un homme qui peut, et l'homme moderne est un homme qui veut. C'est ça, à mon avis, la grande différence. Et bien là, très vite, parce que c'est un peu drôle, il y a un point où on le voit très clairement, c'est le problème de la toute-puissance divine. Vous savez que c'est un dogme, que Dieu est tout-puissant. Mais alors, les théologiens étaient forcés de se poser cette question. Si Dieu est tout-puissant, donc, il pourrait faire n'importe quoi. Par exemple, il aurait pu décider que le Christ s'incarne dans un ver, ou pire encore, dans une femme. Ou bien il aurait pu sauver Judas et condamner Pierre. Ou il aurait pu détruire le monde, il aurait pu faire n'importe quoi, même des bêtises, même se mettre à courir. C'est des exemples que j'emploie, je prends des théologiens, s'en foutent, quoi. Voilà, et donc, face à ces problèmes, à cette aporie de la toute-puissance, la volonté, c'est le dispositif qui va permettre d'encadrer et ranger et contrôler la toute-puissance, parce qu'ils vont dire de potentia absoluta. Donc, par la puissance en soi, il pourrait tout faire. Mais de potentia ordinata, une fois qu'il a voulu. Une fois que Dieu a voulu, eh bien, il ne pourra faire que ce qu'il a voulu faire. Donc là, c'est clair, la volonté sert à encadrer la puissance. Voilà, une autre chose, il y a des très beaux travaux, vous les connaissez sûrement, de Vernant, sur les ébauches de la volonté dans la tragédie grecque. En effet, la tragédie grecque est bien l'endroit où on voit se mettre en place cette idée d'une action qui implique une responsabilité parce qu'on l'a voulu. Et là, il me semble, on voit très bien que ce qu'on voit dans la tragédie, c'est qu'une fois qu'on entend l'action comme quelque chose dont on est responsable parce qu'on l'a voulu, eh bien, l'action se divise, se scinde. Il y a une césure, une scission de la volonté. C'est une chose que Hegel avait très bien compris. Et Hegel, à propos du conflit tragique, dit même « l'action est elle-même die Entzweiung », la scission. Si on conçoit l'action comme une chose dont on est responsable, cela va produire die Entzweiung, la scission.
linguiste genevois qui s'appelait Adolphe Pictet, qui exerçait une certaine influence sur les gens Saussure et qui a composé une œuvre qui s'appelle Les origines indo-européennes, qui est une espèce de précurseur de Benveniste, dans laquelle il s'est proposé, comme Benveniste, de reconstituer par l'analyse et la comparaison des mots ce qu'il appelle l'ensemble de la vie d'un peuple préhistorique, c'est-à-dire les Indo-Européens. Alors, ce linguiste a suggéré que le mot crimen est exactement le même mot que le sanskrit karman, un terme dont vous connaissez sans doute l'importance dans la pensée indienne. Karman, tout comme crimen, veut dire littéralement action. Mais tout comme crimen, l'action, en tant qu'elle implique une connexion essentielle entre l'acte et ses conséquences, connexion qui, comme vous le savez, pour les Indiens, va se prolonger sans fin par les réincarnations successives de l'agent. Bien sûr, je n'ai pas l'habitude de conduire des recherches, on l'a vu hier, dans des domaines dont je ne peux pas contrôler les sources, et donc je n'ai aucune opinion sur le bien fondé du lien étymologique entre les deux termes en question, crimen et karman. Si j'ai évoqué l'hypothèse de Pictet et l'analogie sémantique, purement sémantique entre les deux termes, c'est uniquement pour souligner l'importance de l'enjeu et la fonction déterminante qu'une certaine conception de l'action, celle que j'essayais de saisir par la notion de crimen, a exercé et exerce encore dans notre culture. Je crois qu'on pourrait même dire, vous savez, il y a un très bel essai de Meillet qui s'appelle « La religion indo-européenne ». Là, Meillet essaye très prudemment de définir quelque chose comme les éléments fondamentaux, les concepts fondamentaux de la religion indo-européenne. Si on voulait faire, je ne suis pas du tout en état de le faire, si on voulait faire la même chose pour l'éthique et la politique occidentale, je crois que les concepts d'action, dans ce sens, de crimen karman, seraient son concept fondamental. Et il me semble, par conséquent, que si on ne parvient pas à libérer la politique et l'éthique de l'ère karman, celle-ci, comme les hommes pris dans le cycle interminable de naissance, ne pourront que répéter sans fin les mêmes contradictions et les mêmes apories. Bien sûr, bon, la domination de ce paradigme de l'action entendue comme crimen et karman dans le sens qu'on a vu, de l'action sanctionnée au fond, n'est pas incontestée dans la tradition philosophique. Je crois même qu'on peut dire qu'il y a dans cette tradition deux paradigmes qui ne cessent de se croiser, de se séparer au cours de son histoire. Les premiers, on l'a vu, situent l'essence de l'homme et les lieux propres de l'éthique et de la politique dans l'action et la praxis. Les deuxièmes, la place au contraire dans la connaissance et dans la contemplation. Les premiers commencent à s'élaborer dans la tragédie grecque et va s'affirmer, on l'a vu avec la modernité. Au fond, la devise faustienne « Am Anfang war der Tat », ça c'est vraiment la clé de la modernité, c'est l'action qui est le centre de la modernité. Donc c'est un homme qui veut, et comme un homme qui veut, agit. Le deuxième, par contre, est antitragique et prévaut plutôt dans le monde classique. Encore une fois, les premiers se situent sous l'invocation d'Aristote, les deuxièmes sous celle de Platon. C'est toujours comme ça. Aristote et Platon, c'est les deux énormes courants de la pensée occidentale. Parce que bien sûr, Platon critique clairement, même si au fond on n'a pas trop insisté sur ça, Platon critique justement la notion de praxis. Dans les Protagoras, Socrate, vous vous rappelez, énonce ce théorème « Uden ekon amartanei ». Personne ne commet une faute volontairement. Là, il faut entendre, il
pour entendre l'essence de ça, il faut entendre qu'il est en train de citer et contredire les cris de Prométhée dans l'Eschyle, Econ, Econ et Marten. C'est volontairement que j'ai péché. Donc on ne comprend pas, je pense, pour comprendre la critique platonicienne de la tragédie, et on ne doit pas uniquement se référer, comme c'est sûrement vrai, que c'est une critique de la paideia grecque, de l'éducation grecque, mais elle implique aussi une critique de la notion de praxis, d'action sanctionnée. Vous savez, pour Platon, l'homme est un jouet dans les mains de Dieu, donc il est absurde de lui imputer une action responsable. Bon, bref, là, c'est compliqué. Voilà. Entre ces deux paradigmes, j'ai essayé d'en chercher un troisième. Bon, là, dans l'usage des cœurs, c'était la notion d'usage, que j'essayais de définir. Et dans ces nouvelles recherches, c'est plutôt une autre notion. C'est la notion des gestes. Dans la tradition de la politique et de l'éthique occidentale, bon, la notion des gestes est absente. Je vais faire quelques exemples. Thomas, par exemple, dans la Summa contra Gentiles, énonce une espèce de théorème. Omnis agens agit propter finem. Tout agent agit pour une finalité. Mais jusqu'à la fin du chapitre, il se heurte à toute une catégorie d'actions qui ne semble pas avoir de fin. C'est les jeux, ludus. Il dit, en effet, dans les jeux, on dirait qu'il n'y a pas de finalité, mais donc il essaye de... Et puis, ce qui est très curieux et très rare, il y a certains gestes, comme il dit, les gestes de se gratter la barbe. Bon, c'est ce que nous appelons l'éthique. L'éthique. Tous les gestes qu'on fait. Et là aussi, bon, évidemment, il essaye de trouver une finalité pour cela, mais il n'y arrive pas. Ben, ce n'est pas ça que je vais proposer comme modèle de geste. Le deuxième point, c'est une autre chose intéressante qui commence avec les stoïciens. Les stoïciens notent qu'il y a certaines choses comme la danse. La danse, c'est des actions qui ne laissent pas de traces, qui ne laissent pas d'œuvre. Les gestes ne visent pas un but, sont accomplis par elles-mêmes. Et bon, là, il y a une longue tradition sur ça. Dans le Moyen-Âge, on va distinguer donc ainsi les artes actuose, les arts qui ne consistent que dans ces gestes, dans cette action, des arts qui produisent une œuvre. Et là, il y a beaucoup de réflexions sur ça. Il y en a une très belle chez Albert Legrand qui va dire, à propos de la danse, les évolutions qui accomplissent les danseuses et les mimes ne sont que la perfection de leur volubilitas, de leur habilité d'évoluer et de danser. Mais il ajoute, secundum quod impotentia sunt, en tant qu'elles sont en puissance. Reste donc en puissance. C'est l'acte d'une puissance en tant que puissance, la danse. Un troisième point intéressant, c'est la distinction des Varron, qui reprend la distinction classique qui au fond vient d'Aristote entre facere et agere. Il va dire, donc, on voit que les poètes, par exemple, fait, mais il n'agit pas les drames. Il fait les drames, mais ne l'agit pas. L'acteur, par contre, il agit les drames, mais il ne les fait pas. Et en revanche, là, il introduit un troisième terme, et il va dire l'imperator, par contre, pour lequel on emploie l'expression res agere, res gerere, il y a ce troisième verbe latin, gerere. Il ne fait pas ni agit, mais là il emploie un terme, là on ne peut pas rester trop sur ça, sustinet. Bon, c'est un verbe qui signifie supporte, assume, mais aussi il interrompt. Bon, je dis ça donc uniquement pour voir qu'entre les faire et l'agir,
Varron suggère qu'il y a une très simple possibilité qui est justement la res gesta. De ces verbes gerere, dans nos langues, est restée uniquement l'idée de gestion et l'idée de geste. Voilà, donc ce que j'ai essayé de faire dans la dernière partie de ce texte, c'est de dégager la notion de geste et en l'alliant à celle de ineporosità, vraiment, et surtout à la notion béniaminienne des moyens purs. Et j'ai donc appelé geste une figure de l'agir, si on peut le dire, qui ne présuppose pas un sujet et n'est pas imputable à un sujet. Et le geste se soustrait également à la sphère de la finalité et de la volonté. Donc c'est une sphère qui n'implique aucune référence à une imputabilité et ni à une finalité. Ce n'est pas de la poiesis, car il ne produit rien au dehors. Ce n'est pas de la praxis, ce n'est pas une fin en soi, car au contraire, c'est ce que Benjamin appelle un moyen pur, c'est-à-dire un moyen qui, tout en s'émancipant, en se libérant de sa relation à une fin, se montre en tant que tel, en tant que moyen. Donc c'est un moyen qui montre, qui s'exhibe en tant qu'il se libère de toute relation à une finalité. Et là, il y aurait des tas de choses à dire. Donc, oui, par exemple, bien sûr, beaucoup de choses dans les domaines de l'art reviennent à cette idée d'un moyen pur. Mais Benjamin, par contre, ce qu'il voulait, c'est fonder ce qu'il appelle une politique de Reinenmittel, politique des moyens purs, qui n'ont pas de relations à une fin. Voilà donc cet geste qui pourrait donc revenir, me semble-t-il, la capacité de désœuvrer et désactiver les karman et les krimen, qui définissent cette conception de la praxis humaine qui, à mon avis, a paralysé la politique et l'éthique. En tout cas, c'est sur l'analyse de cette notion que ma recherche s'achève. Voilà, là, c'est une question que je ne peux prétendre d'épuiser ici. J'ai tenu juste à vous donner quelques points fondamentaux, mais dont j'espère qu'on aura l'occasion de discuter ensemble dans une autre occasion. Merci. On a un peu de temps pour en discuter tout de suite. Hein? Voilà. Bien, la discussion est ouverte. J'ai pris au plus près, mais après, ce sera là. Merci. Oui, je voulais intervenir tout de suite parce que, d'une certaine façon, je ne sais pas ce qui s'est produit, mais enfin, on a été... la discussion de l'exposé d'Étienne Balibar a été squeezée. Excusez-moi, parce que c'est la question du temps. Je pensais que Giorgio allait y répondre, puis qu'ensuite nous pourrions encore reprendre la parole. Alors, non, mais je tenais d'abord à dire à Étienne ma très grande admiration pour son exposé, extrêmement puissant, précis. Bon. Mais d'autre part, alors je saisis aussi l'occasion, nous sommes maintenant, pour remarquer que Giorgio vient de donner une sorte d'illustration parfaite et continue, répétée de ce que Étienne a désigné comme la négation de la négation. C'est-à-dire que ton exposé maintenant pour aboutir à cette idée de geste, qui d'ailleurs n'est pas nouvelle chez toi, hein, elle est déjà très ancienne, c'est ce qui n'est pas un reproche, c'est au contraire, j'admire aussi la constance de ton geste, qui se tient très bien lui-même. Bon. Mais tu viens de faire se succéder une très grande quantité de négations, captures, qui maintenant, alors ça, je l'apprends moi pour la première fois de toi, que ce n'est plus seulement occidental, mais c'est indo-européen. Et je me demande alors ce qui se passe en dehors de cette sphère
qui couvre donc du karma au crimen, est-ce qu'il se passe quelque chose ou rien? C'est la question que j'ai soulevée hier sur voilà, cette capture que tu situes d'habitude plutôt comme occidentale, qui est quand même le plus visiblement pour toi la capture politique, mais que tu viens de décliner en capture politique, éthique, juridique, etc. Qu'il s'agit chaque fois de nier, bon, évidemment pas selon un schéma dialectique de la négation, puisqu'il n'y a pas de conservation du nié, enfin, il n'y a pas d'Aufhebung. Bon. Mais il y a neutralisation de la neutralisation. Bon, ça, c'est assez incontestable qu'il y a ça. D'où surgit, alors pour moi, la seule question peut-être que j'aurais à te poser, c'est d'où vient la première négation? D'où vient la politique? D'où vient le droit? Bon, qui est la même au fond que la question: n'y a-t-il donc rien de tel en dehors de la sphère indo-européenne? Rien de tel, c'est-à-dire comme une petite allusion que tu fais là dans le discours de Tarnac dont je me servais hier, mais je ne sais plus à quel anthropologue de quelle société censée, comme c'est le cas depuis longtemps, bien avant même qu'existe quelque chose comme une ethnologie, première société censée être communiste, comme le disait Rétif de la Bretonne. Il y a comme ça, il y a une allusion, en tout cas dans le discours de Tarnac. Je peux plus, je l'ai là, mais bon, laissons. Mais à part ça, tu ne dis quand même pas grand-chose de ce, ou presque rien, de ce qui aurait précédé ou qui serait en tout cas extérieur à la sphère, aussi large soit-elle, ou alors cette sphère est totale, elle est la sphère de l'humanité entière, c'est-à-dire qu'il y a une capture aussi qui se produit, mais dans l'anthropogénèse alors. Et pourquoi? Pourquoi le geste, au fond, de l'humanité qui, à t'entendre, lui serait en quelque sorte congénital ou spontané, pourquoi ce geste s'entrave-t-il lui-même, se capture-t-il lui-même en action coupable, responsable, etc., etc. Alors, il y a deux questions. Si c'est anthropogénétique, comment en rendre compte? Si c'est spécifiquement, alors là, revenons à la forme la plus restreinte, spécifiquement occidentale, comment se fait-il que l'Occident soit précisément lui-même, et de toute son histoire, celui qui s'interroge sur lui-même et qui, au fond, ne cesse pas, d'une certaine façon, de faire le geste que tu dis? Parce que fait Marx quand il parle de commune primitive, etc., etc. Bon. Tu réponds maintenant? Si, je peux faire, parce que je me confonds. Là, vraiment, je ne comprends pas. Où tu vois ici cette idée d'une négation de la négation? Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai essayé, trop brièvement là, de montrer comment, dans notre tradition juridique, philosophique, politique, etc., on a opéré les liens entre l'action et la responsabilité. Donc j'ai fait tout un travail archéologique pour montrer, bon là je l'ai résumé, mais j'ai essayé de montrer comment dans les temps, d'abord dans les droits romains, après etc., dans la théologie, on a fondé et essayé d'opérer cette liaison entre l'action et ses conséquences morales et juridiques, où je ne vois aucune idée d'une négation de la négation. Là, j'ai fait un travail archéologique utile, me semble-t-il, parce que là, normalement, on considère que le lien entre l'action et ses conséquences juridiques et morales va de soi. J'ai essayé de montrer, non, ça ne va pas du tout de soi, puisqu'on voit comment on l'a bâti. Et même au début, on voit qu'il n'y a pas. Attends, excuse-moi, voilà, Giorgio. Là, tu es donc, en je train ne vois pas de de négation de la négation. Légèrement déplacer l'accent de ce que tu as dit tout à l'heure même. C'est-à-dire que tu déplaces sur « on a établi ceci », d'accord.
Et là, je pense qu'on est tous d'accord, tous les historiens sont d'accord, qu'il y a une certaine idée de la responsabilité personnelle, hein, en particulier, donc aussi de la personne, etc. Bon, sujet qui... Oui, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais tout à l'heure, tu évoquais quand même que dans ce geste du droit, de l'invention de la responsabilité, etc., il y avait quelque chose qui écartait, neutralisait, ne voulait plus tenir compte d'une autre action, d'une action qui aurait, c'est ça qu'on croit comprendre quand même, qui aurait existé, qui aurait pu être... Et exister, ça veut dire aussi, ça ne veut pas dire exister comme ça, comme une représentation abstraite, ça veut dire exister socialement, bon, dans des formes de société, de formes de vie sociale, dans lesquelles, par exemple, il n'y aurait pas eu sanction de certaines actions jugées nuisibles à l'ordre d'une manière ou d'une autre. Alors, au fond, ma question, elle se réduirait à très peu de choses. Y a-t-il ou non des sociétés, des groupements humains, ou les appelle comme tu voudras, dans lesquels il y aurait une sorte de règne, d'existence de l'action sans sanction, j'ajouterais même peut-être aussi sans finalité, tout en réservant ce par quoi tu termines, et qui est indéniable, qu'il y a en effet toujours, et dans toute société humaine, un agir ou un geste qui, en particulier, est reconnaissable sous les espèces de l'art. Hein. Et je dirais c'est assez facile de penser que même ce qui n'est pas la danse, même ce qui est le dessin, etc., même ce qui est sur les parois des grottes qu'on connaît, relève de quelque chose comme ce que tu analyses très bien à propos du geste. Nous sommes absolument d'accord. Hein. Mais si toutes les sociétés connaissent bien l'art, est-ce qu'il y a des sociétés qui ne connaissent pas du tout la sanction, même si elles ne la connaissent pas sous la forme de la responsabilité, de l'imputation personnelle, etc. Je ne vois pas qu'est-ce que ça veut dire cette question. Moi, j'ai essayé de montrer comment, dans notre tradition, on a opéré cette liaison. Et je n'ai fait aucune allusion, comme tu dis, c'est pas vrai. J'ai pas fait des allusions à une autre chose précédente qui n'aurait pas été. Pas du tout. J'ai dit, il y a ça. J'ai dit aussi, j'ai montré qu'il y a une tradition platonicienne qui nie cela. Donc c'est pas vrai qu'il y ait cette chose en absolu. Donc la tradition platonicienne nie l'idée d'action responsable, bien qu'il nie pas du tout l'éthique et la politique, comme tu sais. Donc on peut construire, d'après Platon, une éthique et une politique sans la notion d'action responsable. Puis, s'il y a des sociétés ou des pays ou tout ça où il n'y a pas l'idée d'action sanctionnée, là, c'est une question sociologique et anthropologique. Bon, je peux te répondre, mais c'est pas, j'ai aucune idée, ça m'intéresse pas. Oui, les anthropologues disent qu'il y a des sociétés dites primitives où il n'y a pas ça, mais ça m'intéresse pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça prouverait ? Moi, je vais prouver qu'ici, dans notre tradition, on a articulé cette notion qui semble aller de soi, et j'ai essayé de montrer qu'elle ne va pas de soi. Toi aussi, tu sembles impliquer qu'elle va de soi. Non, elle ne va pas de soi, puisqu'on peut montrer comment on l'a construite. Je n'ai absolument pas dit qu'elle allait de soi. Je suis d'accord avec toute la démonstration de sa construction. Je demande simplement d'où, alors, encore une fois, forme restreinte de la question, d'où vient la capture ? C'est pas une capture. D'où vient cette construction, non, cette liaison? Bon, là, tu dis la politique occidentale capture la vie. Oui. Bon. Moi, je ne sais pas d'où vient la capture, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée vient de Saint-Paul. C'est toujours le même endroit. C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de désir. Voilà en une petite phrase le nœud du problème reposé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi les commentateurs de ce passage auquel nous revenons tous sans cesse, évidemment, qui pose la question de savoir si nous discutons de l'Occident ou si nous discutons de la théologie. Bon, mais enfin bon,
Moi, je n'ai pas lu Barthes, malheureusement, mais il y a un très beau chapitre de Roberto Esposito dans Nove pensieri sulla politica qui cite Barthes à ce sujet, c'est-à-dire qui dit l'alternative, parce que ça évoque une alternative, là, je suis d'accord avec toi, c'est le Nichthandeln, hein, c'est l'inaction, un autre nom possible pour le désœuvrement, ou peut-être l'action irresponsable, ou peut-être, en effet... et là, c'est pas pour essayer de renforcer Jean-Luc, qui lui-même m'a adressé un compliment, mais le mot de la négation, en effet, hein, ou de la je sais pas comment il faut l'appeler, enfin de la négation privative, quoi, la négation privative par opposition à la négation négative, c'est une distinction classique, est évoqué au moins par les commentateurs. Donc il y a quelque chose dans ce nœud, je ne sais pas s'il est symbolique ou logique, qui suscite cette idée, en tout cas, peut-être chez les Occidentaux. Oui, mais moi je l'entends bien, par exemple, si je me place du point de vue de la psychanalyse, c'est tout à fait évident que ce lien n'est pas nécessaire, puisqu'il peut y avoir de la culpabilité sans acte. C'est-à-dire que... Des actes sans culpabilité. Pardon ? Et des actes, sans culpabilité. Donc le lien n'est pas nécessaire. Et j'ajoute que même, on pourrait penser... pour la psychanalyse, il y a une différence entre l'agir, l'acte et le geste. Quand il y a de l'agir, ça veut dire qu'il y a une parole qui va être agie. Alors que dans l'acte... dans le geste, il n'y en a pas. Hein ? Et donc, on pourrait même se dire que dans certains cas, le geste, avoir le geste, ça permet justement de faire l'économie de l'acte. Hein ? Et que même, on pourrait voir, et là je pense par exemple dans le cas de jeunes qui se mettent à s'engager pour faire la guerre dans ce qu'on appelle le terrorisme, etc., cette question du geste et de l'acte est très... Ils sont emportés dans un acte là où il y avait geste. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'acte va faire l'économie du geste. On pourrait donc... Faites l'amour, pas la guerre. Oui, ou faites la guerre, pas l'amour. Ça peut se... Oui, c'est ça. Oui. Il y a une question... Oui, bonjour, monsieur, merci de vos deux exposés. Moi, j'avais peut-être une question sur une première de compréhension sur les derniers développements de monsieur Balibar sur peut-on être spinoziste et anarchiste. Est-ce que vous avez peut-être une idée, une première réponse? Est-ce qu'il y a... C'est pas simple. Spinoza ne l'était pas, c'est sûr. mais la dernière partie de l'éthique montre aussi que l'institutionnalisme ne lui convient pas purement et simplement sous une forme, je dirais, positive. Ouais. Sur le potestat, ouais. Bon, c'est une première réponse, je vous en remercie. La deuxième qui est liée, je suis désolé de rabattre un peu votre pensée sur une actualité. Je trouve qu'elle résonne un peu avec cette actualité. Est-ce qu'on peut penser, alors je connais mal votre œuvre, monsieur Agamben, mais est-ce qu'on peut penser quelque part, une zoé politique en fait, une zoé politique, c'est-à-dire que moi, l'interprétation, ce que je peux un peu comprendre de votre exposé, c'est qu'il y a une biopolitique. Foucault a pensé un biopouvoir. Est-ce qu'on peut penser déjà un biopouvoir positif ? Quelque chose qui soit affirmation d'une puissance un peu d'agir, de la vie. Et au-delà, peut-être, alors, est-ce que ça fait concept, quoi, zoé politique, c'est-à-dire qu'on le trouve un peu dans un discours politique un peu commun aujourd'hui, la vie valent mieux que nos profits, tout un discours un peu presque vitaliste qui est peut-être ambigu, si vous voulez. Est-ce que une politique du désœuvrement, une pratique de cette œuvre qui se désœuvre, de tout ce que M. Balibar et vous-même avez un peu exposé, peut-être penser
et pas virer, enfin, parce que le geste, si vous voulez, c'est beaucoup. Il y a eu la chanson de geste, il y a quelque chose d'héroïque, le geste révolutionnaire. Le geste aujourd'hui, par exemple, dans le mouvement politique un peu contemporain, c'est occupé. Est-ce que ça fonde, est-ce que votre pensée peut articuler un peu ça, penser cette actualité-là? Là, vous mettez ensemble peut-être trop de choses. Bon, d'abord, ce que Foucault appelle la biopolitique, c'est une politique qui politise justement la zoé. Hein. Et là, une chose qu'il faut que je précise aujourd'hui aussi, je l'ai précisé hier, parce qu'il me semble qu'Étienne quand même a redit cette chose. La vie nue n'est pas la zoé qui n'est que la vie naturelle. Hein. C'est la zoé en tant qu'elle est séparée et divisée. Oui, oui, bien sûr. Donc non, parce que parfois, on pense que la position bios-zoé, c'est vie nue et bios. Non, c'est autre chose. C'est une production du pouvoir, la séparation. Et voilà. Donc penser une politique de la zoé en tant que politique, c'est toujours déjà fait dans la biopolitique. C'est toujours déjà fait. Donc il s'agirait plutôt de penser une autre forme de la non-séparation entre la vie et sa forme, qui, elle, serait politique, bien sûr. Donc, dans ces cas-là, on pourrait dire qu'il y a aussi une politique de la zoé, mais autrement, ça n'a pas de sens. Une dernière question, parce qu'on doit s'arrêter. Il y a aussi... Oui, bon. Deux, allez, on va prendre deux. Mais il faut qu'on s'arrête dans 5 minutes. Parce qu'après, il y a des gens qui vont occuper l'amphithéâtre. Oui. Au début de votre exposé, vous avez introduit la notion de volonté, la notion d'action et la notion de sanction. On a l'impression qu'il y a du sujet dans la volonté, il y a du sujet dans la sanction, et puis il y a une temporalité qui est celle de l'action en tant qu'événement. On peut se demander, quand vous parlez du jeu, de la danse, on voit qu'effectivement il y a une réconciliation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette coupure entre le sujet et d'autre part la temporalité de l'événement. Je crois que c'est un point important. Et dans le geste, on retrouve cette idée qu'il y a une sorte de réconciliation du sujet avec la temporalité sans qu'il y ait d'extérieur ni en amont ni en aval. Et pour sortir de l'espace indo-européen, par rapport à jouer, je dirais simplement qu'en Khmer, si on met marcher, jouer, ça veut dire se promener. C'est-à-dire qu'il y a bien l'idée d'une activité qui a sa propre finalité, c'est-à-dire qui est donc un enjeu pour le sujet. Alors, simplement par rapport à geste, il me semble, si on pense à l'ouvrage de Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, où il montre qu'en gros l'humanité se construit à travers deux formes de symbolisation. Le geste est quand même ce qui va déboucher sur l'outil, donc sur des formes de finalité. Donc il y a un problème par rapport à geste. Puis une dernière remarque sur Kaosa, il me semble que c'est beaucoup plus ce dont on parle, enfin dans l'étymologie juridique, que la chose dont on parle. Et je crois qu'on est plus avec la Kaosa dans une logique de la mésentente au sens de Jacques Rancière que dans un simple problème d'un constat objectif d'un fait qui ferait débat. Je crois qu'on est plus dans le débat et donc dans la mésentente au sens d'une altérité intersubjective qui se joue. Bref, oui, si, bien sûr, le geste, puisqu'il n'implique pas l'idée d'un sujet qui, par un acte de volonté, va passer à l'action, bien sûr, donc le geste implique, bien sûr, une temporalité différente, donc je suis d'accord. Et deuxième point, justement, cette notion de geste que je développe n'est pas en cause et ne dépend pas et n'a peut-être pas à voir avec la notion de Leroi-Gourhan. Qu'est-ce que c'était le troisième point? Non, causa, c'est exactement ce que je dis. Hein. Causa, là, je fais pas des... C'est une chose... bon, Yann Thomas l'a très bien montré. C'est reste de quoi agir. Mais reste, bien sûr, c'est aussi la chose de la parole. Reste, donc ça n'exclut pas du tout la dimension langagère. Donc c'est la chose qui peut être une affaire des paroles aussi, en tant qu'elle est mise en cause dans le droit. Ces derniers 2 jours, on a beaucoup parlé de votre méthode archéologique. Et dans un séminaire, il y a
quelques années, vous dites que la méthodologie peut être considérée qu'une fois que le méthodos est parcouru. Donc je crois que c'est un moment bon pour poser la question de l'arché. Il me semble que cette distinction très importante que vous introduisez de l'arché comme commencement et commandement nous a échappé d'une certaine manière ces 2 jours. Et donc ma question serait, est-ce que vous considériez que l'arché, aujourd'hui que le méthodos de Homo sacer est parcouru d'une certaine manière, peut être comprise comme une immanence qui comprend le commencement et le commandement d'un côté et la finalité et l'obéissance de l'autre? Alors, la question de la double signification d'arché, en effet, est essentielle. Non? Arché veut dire commencement et commandement. Et là, quand je parle d'arché ou des a priori historiques, comme fait Foucault aussi, bien sûr, je n'entends pas une origine vers laquelle il faut remonter chronologiquement et enfin peut-être on va atteindre cette origine qui était avant. Non, au contraire, l'arché est l'espace qui se dégage une fois qu'on a neutralisé, par exemple, on a parcouru le chemin généalogique. Et c'est à ce moment-là, une fois que le chemin généalogique a été parcouru, qu'on ne rejoint pas une arché précédente, mais ça va ouvrir un espace possible qui est la véritable origine. Hein. L'origine est toujours factuelle, factice. Bien. Merci Giorgio, merci beaucoup. Merci à toi.